Il faut qu'on allume nos micros. Pour l'instant, on n'a pas commencé. D'accord. Mes chers collègues, je tiens à souhaiter en notre nom à toutes et à tous la bienvenue à nos invités qui représentent toutes des organisations œuvrant activement au quotidien pour les droits, la santé et l'autonomisation des femmes au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Avant de passer à notre ordre du jour, permettez-moi, j'aime bien le faire pour notre délégation aux droits des femmes, un rappel sur notre agenda qui nous permet d'acter nos différents rendez-vous. Mercredi prochain, le 1er février à 16h30, nous auditionnerons Monsieur le ministre Olivier Dussopt sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Ensuite, le mercredi 15 février à 16h30, notre délégation auditionnera Madame la ministre Isabelle Rome, qui sera évidemment l'occasion de faire le point sur sa feuille de route et les différentes, en tout cas les différentes directions que prend ces différentes feuilles de route. Dans le cadre de la mission d'information budget genré, une table ronde avec des représentants de collectivités territoriales ayant mis en place cette démarche sera organisée. On le fera en plénière, ce sera le jeudi 2 mars à 9h30. Enfin, je vous informe que la délégation organise le 1er mars, en lien avec la présidence de l'Assemblée, dans le cadre de la séquence du 8 mars, pour notre journée des droits internationaux pour la femme, une journée d'atelier sur la mixité, avec 3 classes de lycéens de l'Essonne sur les questions évidemment de l'orientation. C'est un temps qui aura donc toute la journée et vous êtes conviés pour les restitutions de ces ateliers de 16h à 18h et vous serez évidemment conviés à y participer. Les informations vous seront transmises dans les prochains jours, mais comme le 8 mars, finalement, on le célèbre au sein de la délégation le 1er mars, je voulais vous inviter à en faire un peu un save the date si ça vous convient. Nous en arrivons donc maintenant à notre ordre du jour. Nous allons entendre une présentation de leurs différentes actions par nos invités, actions qui sont soutenues par le Fonds féministe en action. Pour rappel, ce fonds est l'un des composantes du Fonds de soutien aux organisations féministes, réalisation emblématique de la diplomatie féministe de la France en 2019 à l'occasion de la présidence du G7. Lancé en 2021, le Fonds féministe en action est géré par un consortium qui implique notamment 3 ONG, CARE France, Equipop et Oxfam France.
Il soutient déjà près de 150 organisations féministes dans une trentaine de pays. Et on a 4 thématiques principales: la santé et les droits sexuels et reproductifs, les violences faites aux femmes, le renforcement du pouvoir économique des femmes et l'accès aux droits. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir les représentantes de 5 de ces organisations. Il m'a semblé très utile, dans le cadre de notre mission de contrôle et dans la continuité de nos travaux sur le projet de loi de finances, de recevoir les explications, les témoignages finalement de vous, bénéficiaires de ce fonds, et qui seront retracés dans le document de politique transversale dont la délégation se saisit chaque année. Mesdames, je vous laisse peut-être vous présenter et puis prendre la parole les unes après les autres pour le contenu de vos interventions. Je crois, Madame, que vous souhaitiez démarrer. Je vous en prie. Oui, juste introduire d'abord, mesdames les députées, je tiens à vous remercier au nom de toute notre délégation de nous avoir reçus et puis de nous consacrer un peu de temps pour vous parler justement de Féministes en Action, ce consortium, et des raisons pour lesquelles nous avons sollicité ce rendez-vous. Alors, le fonds Féministes en Action, qu'on appelle Féministes en Action, comme vous le savez, est issu du SOF, donc de ce grand fonds de soutien aux organisations féministes qui a été initié en 2019, comme vous l'avez si bien résumé, donc je n'y reviendrai pas. Mais ce qui est important, c'est que nous avons constitué ce consortium entre 3 ONG et 3 fonds féministes. Je fais partie d'un de ces fonds féministes. Et il y a un deuxième fonds féministe qui est absent parce qu'il y avait d'autres rendez-vous en parallèle. Donc, c'est important de le dire, et qui vient du Burkina Faso. Et un autre qui vient justement du Togo et qui aussi également finance des organisations féministes depuis plusieurs années, et qui finance de façon féministe ces organisations. Et donc, on a mis on va dire, ensemble toutes nos expertises aux ONG et aux fonds féministes pour essayer justement de changer les choses et de vraiment cibler les organisations féministes telles qu'elles le devraient. Parce qu'à l'heure actuelle, nous savons que l'aide au développement ne parvient pas véritablement aux organisations féministes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 20% de l'aide publique au développement qui est normalement ciblée genre, mais il n'y a que 0,13% qui arrive aux organisations féministes pour plusieurs raisons. Les organisations qui sont là vont vous en parler et vous dire quels sont les blocages et de quelle manière les députés aujourd'hui que vous êtes peuvent agir et de façon à justement changer les choses au niveau des procédures, mais aussi au niveau des politiques publiques que vous pouvez avoir au niveau de la coopération internationale dans ces pays-là. Notre consortium donc finance un certain nombre d'organisations et les organisations qui sont là vont se présenter. Mais je pense qu'il est important juste de rajouter une chose, c'est que au niveau justement de ces organisations, elles vont vous parler évidemment de leur situation, mais surtout de la façon dont cet argent public est utilisé, de quelle manière il peut améliorer, mais de quelle manière aussi cet argent qui est aujourd'hui redistribué au sein de ces organisations féministes présente aussi, on va dire, qu'il y a, on va dire, des blocages, et elles vont vous parler de ces blocages-là. Je vais laisser tout de suite la parole à la première d'entre elles. Merci beaucoup. Alors, je me suis présentée, je viens du Cameroun, je suis présidente de l'association au secours des filles mères qui œuvre pour les droits des femmes et des filles à travers la sensibilisation sur l'autonomisation économique des filles et des femmes dans les zones rurales de l'extrême nord. Et nous organisons des actions de plaidoyer pour le respect, surtout pour le respect des droits des filles et des femmes économiques, pour l'éducation et le maintien des filles à l'école, surtout à l'extrême nord. Les filles ne partent pas à l'école, les filles sont faites pour rester à la maison, pour travailler, pour faire les travaux ménagers. Aussi, pour la prise des décisions, au Cameroun, les femmes à l'extrême nord ne parlent pas, n'ont pas droit à la parole. C'est les hommes qui parlent et puis les femmes exécutent.
à travers le Fonds féministe, nous avons pu organiser des sensibilisations sur les droits des filles. Nous avons pu renouveler notre centre de formation. Je peux le dire, c'est un petit atelier de formation en couture et en broderie, teinture. Et nous avons eu à former 10 filles l'année dernière. Cette année, nous avons enregistré une quinzaine de filles qui sont dans le besoin de formation, mais les moyens étant pas suffisants, on se bat comme on peut. Comme on peut. Et puis, du coup, nous avons aussi ces difficultés de pouvoir accéder au fonds. Avec les procédures, c'est vraiment difficile puisque nous sommes encore jeunes. L'organisation a été mise en pied sur pied en 2016 et puis ça a été légalisé en 2019. Donc, nous sommes à notre deuxième subvention. Comme ça. Merci. Ouais, merci. Moi, je suis Toti Kolani, donc je viens du Togo. Je suis également bénéficiaire de ce fonds féministe en action. J'ai commencé cette lutte depuis 2013 quand j'étais encore à l'université avec mes collègues. Et je dirais que c'est vrai que les contextes dans lesquels nous militons selon les pays, surtout en Afrique de l'Ouest, pour ne pas être redondante, ce sont particulièrement les mêmes contextes, les mêmes difficultés que nous rencontrons à des égards près. Donc moi, dans mon organisation qui a été créée depuis 2013, c'est le fonds IPBF en 2019 qui m'a accordé le premier financement. Alors que pendant tout ce temps, j'étais sur le terrain également, je travaillais. Donc moi-même, c'était avec mes moyens, avec mes collègues. C'est toujours la même routine. Il faut aider les enfants, il faut aider les mamans, il faut les organiser en groupement. C'est ça qu'elle a dit des fois. Une femme, même 50 000, c'est trop. Moi, je donne des microcrédits aux femmes juste pour 30 000 sans intérêt. C'est-à-dire que parce qu'elles ne peuvent pas aller dans les banques, elles ne peuvent même pas aller dans les institutions de microfinance, mais c'est juste, on les organise en solidarité et on leur donne ces fonds. Elles-mêmes, elles se constituent en caution. Et vous allez voir qu'avec ces petits fonds, elles arrivent à se débrouiller, au moins ne serait-ce que payer le petit déjeuner de leurs enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc, je travaillais aussi dans le genre avec les filles dans les métiers d'hommes. Donc, on fait souvent le coaching, on les inscrit pour qu'elles apprennent. Quand on dit les métiers d'hommes, traditionnellement chez nous, on pense que la femme, ou bien la jeune fille, si elle n'a pas l'occasion de fréquenter, elle n'est bonne qu'à faire soit la couture, soit la coiffure, ou bien devenir une bonne ménagère quelque part. Mais nous, on les réoriente stratégiquement. Donc, elles font des métiers comme la maçonnerie, elles font des métiers comme la menuiserie. Elles font, même il y a une que j'ai pu repêcher, elle fait des staffs comme ça, très jolis, de très beaux staffs comme ça, bâtiments. Voilà. Donc, c'est le combat que nous menons au quotidien. Et maintenant, grâce au soutien du projet féministe en action, puisque entre-temps, on avait eu des cas de grossesse, donc on les a encore parlé des méthodes contraceptives. Voilà l'accès à la contraception des jeunes pour éviter les grossesses qui les freinent lors de leurs apprentissages. Et également au Togo, je dirais que ce projet est bienvenu parce que, comme elle a dit, les politiques ne peuvent pas tout faire. Donc, il y a ce problème, c'est vrai qu'il y a une avancée au Togo quand même, ça, il faut le reconnaître, en matière de l'évolution des femmes. Mais ceci aussi, c'est grâce au travail des organisations de femmes à la base. Et maintenant, avec ce fonds, nous avons eu la possibilité encore de sortir du Togo, de sortir de Lomé, pour aller en milieu périurbain.
Et là encore, nous avons des actions qui sont prévues dans les établissements pour faire des sensibilisations parce que le problème se pose maintenant en termes de maintien. En fait, les parents comprennent, mais quand les filles commencent, par exemple, l'école primaire, déjà arrivées au secondaire, vous voyez qu'il y a une baisse, voilà. Et quand même vous arrivez maintenant au lycée, il y a encore la baisse est beaucoup plus prononcée et à l'université, elle commence par devenir rare. Et si nous ne faisons rien, le combat pour le droit, pour l'accès des filles, pour l'égalité, tout ce beau discours qu'on mène, c'est-à-dire tous nos efforts seront nuls. Donc c'est en ce sens que le fonds là, féministe en action a été vraiment bienvenu pour nous. Alors, pour être direct, les parlementaires que vous êtes, dans notre combat quotidien, par exemple, il y a les problèmes de viol, il y a les problèmes de harcèlement auxquels les filles et les femmes sont confrontées. Donc, s'il y a peut-être des moyens de faire pression aussi sur nos gouvernements pour que vraiment, au niveau des États, les lois qui sont prises ou bien votées en matière de protection et de droits des femmes à travers nos plaidoyers, que ces lois-là soient vraiment appliquées, surtout par rapport à l'impunité, ça serait une bonne chose. Aussi, il y a la question de comme elle l'a dit, nous avons été soutenus par le projet Féministe en Action, certes, mais on dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est même encore ici l'occasion de remercier les partenaires comme Oxfam France, comme CARE, parce que dans leur approche, elles sont arrivées à toucher directement nous, les organisations qui sommes vraiment actives sur le terrain et qui travaillons pour le changement de la situation des droits des femmes. Donc, nous plaidons vraiment à ce que nous aussi, que ces organisations-là soient vraiment renforcées et qu'il y ait une augmentation de l'enveloppe budgétaire parce que c'est ce pourquoi nous sommes à Paris. Nous avons déjà commencé par rencontrer les bailleurs, la ministre, nous allons rencontrer l'AFD sûrement. Et il faut qu'il y ait une augmentation de ces cagnottes pour que nous aussi, nous soyons des organisations de la société civile féminines fortes. Ça, c'est vraiment important parce qu'avec les maigres budgets, une organisation qui a un budget annuel, par exemple, de 10 000 euros, de 5 millions de francs CFA, avec ces montants, nous ne pouvons pas assurer les charges et nous ne pouvons pas aussi passer toute notre vie dans le volontariat, dans le bénévolat. Voilà. Et l'autre aspect aussi, il y a la question de la protection qui se pose. Alors, tout ce que nous venons de raconter facilement, beau comme ça, nous sommes exposés, on nous traite de tout. Surtout quand on dit que tu es féministe, voilà, vous faites la promotion du lesbianisme. Quand on parle de la question, par exemple, c'est la mentalité des gens, ça. Quand on parle des questions de reproduction, de santé sexuelle et reproductive, par exemple, on enseigne aux jeunes filles l'accès aux méthodes contraceptives, tout ça là. Il y a le poids, les préjugés de la tradition, donc automatiquement, nous ne sommes pas bien vus. Donc, il y a des menaces de mort à notre endroit. On trouve que nous dévergondons la société, nous dépravons les enfants avec nos histoires importées, voilà les termes qu'on emploie. Donc, du coup, nous qui sommes sur le terrain, des fois, nous sommes vraiment exposés et nous demandons s'il y a cette possibilité, pourquoi pas, des mesures pour protéger les actrices que nous sommes sur le terrain. Voilà, c'est très important. Et l'autre aspect aussi de la diplomatie, c'est que, comme nous venons de le dire, il faut aussi qu'on s'assure que la majorité des aides publiques qu'on reçoit, parce qu'il y a des budgétisations qui sont sensibles. Aujourd'hui, on parle de la budgétisation sensible aux gens. Il y a des fonds qui sont destinés à aller dans ces pays. Il y a des fonds qui sont destinés pour les ambassades. Mais est-ce que réellement ces fonds-là vont à nous qui sommes les organisations féminines, qui travaillons sur le terrain, qui sont plus en réalité sur le terrain et qui impactons vraiment les cibles pour le changement de la condition de la femme. Donc voilà, il faut qu'en termes de la diplomatie, que tous ces aspects-là soient vraiment revus et qu'on allège les conditions d'octroi des financements, pourquoi pas, et qu'on privilégie l'octroi de ces financements à nous qui sommes les organisations, qui sommes vraiment sur le terrain et qui sommes au contact de la réalité avec les acteurs et qui affrontons tout ce que nous venons de dire. Donc voilà certains aspects qui sont vraiment importants pour nous. Et pour finir, il y a aussi la question de l'obtention des visas.
je crois que quand on était chez le conseiller de M. Emmanuel Macron, le président de la République, il a été vraiment très touché et même il a dit que ce serait très important que nous participons, qu'on nous facilite, quand on a parlé de la question de l'obtention des visas, et nos partenaires ici ont vraiment fait des pieds et des mains avant que nous obtenions nos visas pour venir participer à cette semaine de plaidoyer ici. Et il y a également les forums égalité, les forums en faveur des femmes. Et il faut que ce soit nous, les organisations de la société civile féminine et féministe, qui allons, qui parlons, qui défendons et pour qu'il y ait des actions concrètes, mais l'obtention aussi des visas est vraiment très difficile. Et comme ce sont des questions plutôt sensibles diplomatiques, nous pensons quand même que vos interventions peuvent nous aider vraiment en ce sens. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que Marie Ocré a aussi quelque chose à dire sur ce sujet. Merci. Effectivement, j'ai quelque chose à dire. Je me représente, je suis Marie-Paul Ocri, de la Ligue ivoirienne des droits de femmes. La Ligue est une organisation créée en 2020 et nous travaillons contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Et nous travaillons aussi pour la scolarisation des jeunes filles, surtout en milieu rural. Nous accompagnons les femmes aussi en milieu rural dans l'agriculture. Nous leur donnons des formations en agriculture écologique parce que je suis agronome de formation et donc je mets mes compétences au service de mes convictions féministes. Voilà. La Ligue existe depuis 2020, comme je l'ai dit précédemment. C'est seulement fin 2022, octobre, septembre, je crois bien, si je ne me trompe, qu'on a pu acquérir un bureau. Et ça, c'était grâce à Equipop, notre partenaire. Et dans ce bureau, nous recevons des femmes victimes, survivantes plutôt, de violences physiques, violences sexuelles, déni de ressources, et aussi des parents de victimes, parce qu'il y a des femmes qui en meurent. Donc, quand nous les recevons, il faut les accompagner dans les démarches pour acquérir justice, pour avoir la justice et tout. Donc, pour celles qui sont survivantes de viol, il faut les accompagner dans un délai de 3 jours à l'hôpital. Ça, déjà, nous faisons des sensibilisations à ce sujet pour leur faire savoir qu'il est très important, qu'il est impératif d'aller à l'hôpital dans un délai de 3 jours après un viol. Ça leur permet en fait d'avoir des soins, de faire des examens qui pourront contrer d'éventuelles contaminations avec la prophylaxie VIH-Sida et autres. Et aussi des comprimés contre des grossesses, je veux dire des contraceptifs du lendemain et autres. Cependant, il y a un petit problème à ce niveau-là. Quand les femmes viennent et qu'il faut les accompagner à l'hôpital, il y a un problème de fond. Parce que nous travaillons sur fonds propres, les organisations dans mon pays. Nous travaillons sur fonds propres, c'est dernièrement qu'on a pu avoir Equipop, heureusement. Et le certificat médical pour ces femmes, parce que c'est une preuve, c'est ce que notre gouvernement dit, c'est une preuve parmi tant d'autres. Malheureusement, sur le terrain, c'est pas vraiment effectif. C'est comme si la police, la gendarmerie n'étaient pas au courant de cette histoire. Pourtant, à la télé, on nous le dit chaque fois. Qui est de mauvaise foi, je ne sais pas. Mais lorsqu'on part à l'hôpital, il faut faire un certificat médical. Il est payant. Et on ne se prépare pas à être survivante de viol. Donc, on ne prévoit pas d'avoir de l'argent pour faire un certificat médical. Et donc, là, nous sommes confrontés à un problème au niveau des VBG et tout. Ensuite, pour pouvoir nous bien travailler, on a aussi besoin de chiffres. On reçoit des femmes. Moi, je suis à Abidjan, donc par jour, je peux recevoir au moins 5 femmes, au moins, donc ça peut aller au-delà. Mais à l'intérieur du pays, on a aussi d'autres femmes et tout. Et donc, si on veut prendre en charge toutes ces femmes, il faudrait qu'on ait des chiffres exacts. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'études menées sur la question.
parce que peut-être chez moi, on considère que c'est une affaire banale. Ce sont des femmes, des réceptacles. Elles peuvent recevoir de gré ou de force un pénis. Personne ne s'en émeut. Donc, avec Equipop, on travaille à mettre en place un plaidoyer pour exiger de nos gouvernants qu'ils fassent des études pour nous trouver, pour nous ressortir un chiffre approximatif pour qu'au moins on sache combien de centres d'accueil on a besoin, combien de fonds on a besoin pour pouvoir accueillir ces femmes-là et les accompagner. Aussi, comme je l'ai dit, je travaille en milieu rural auprès des femmes. Donc là, avec Equipop, grâce au Fonds Féministes en Action, on prévoit créer des coopératives pour les femmes. Elles sont beaucoup plus actives, mais 75% des femmes en Côte d'Ivoire sont au seuil de la pauvreté. Pourtant, 80% de notre alimentation est produite par les femmes. 62% des biens économiques est du fait des femmes. Et paradoxalement, 75% des femmes ivoiriennes sont au seuil de la pauvreté. Je ne sais pas si on arrive à voir le paradoxe, mais il est criard en fait. Donc nous, on veut changer ce fait. On veut mettre les femmes ensemble. Elles n'ont pas le droit à la terre dans les villages, mais on voudrait les mettre ensemble, prendre des terres et les former comme je le fais, et leur apprendre à produire sans pesticides chimiques, donc leur apprendre à fabriquer leur engrais. Ça, c'est mon domaine, ce sont mes compétences. Donc pourquoi ne pas le mettre au service des femmes? Donc avec tout ce que je viens de dire, ce sont de belles choses. Il y a quand même des fonds disponibles. Cependant, ces fonds ne suffisent pas. Ces fonds ne suffisent pas parce qu'on veut travailler dans bien de villages, pas seulement dans 2 villages ou 3 villages. On veut toucher toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on forme ces femmes, en 2020, j'ai eu à former 200 femmes. Elles ont eu la possibilité de mettre leurs filles à l'école. Donc, ce travail fait en amont permet aux femmes de mettre leurs enfants à l'école. Parce que dans nos villages, en milieu rural, à l'heure de la scolarisation, il y a une question qui se pose. Qui du petit garçon ou qui de la petite fille ira à l'école? Et malheureusement, la petite fille, elle en prend cher. Parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est ce qui est dit chez nous. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et donc, lorsque les femmes ont de l'argent, elles arrivent à mettre leurs filles à l'école. Donc, ce travail-là permettra aux femmes de mettre leurs filles à l'école. Et aussi, avec Equipop, on a eu l'occasion de créer des bibliothèques dans les villages. Et ces bibliothèques-là sont faites sciemment parce qu'elles nous permettent en fait de montrer aux jeunes filles dans les villages qu'elles peuvent aller au-delà de ce qui leur est présenté. Dans les villages, elles ont la possibilité de voir des sages-femmes, des institutrices. Ce sont des métiers assez nobles, attention. Mais on aimerait qu'elles voient d'autres femmes, des députés. Ça ne coupe pas la rue chez moi. On a seulement 12% de femmes députées dans mon pays. C'est 32 femmes sur 254 députés. Et je vous dis, ce n'est pas parce que les femmes ne veulent pas être députées, parce que moi, je vais me présenter aux législatives prochaines. Donc, il y a non des femmes comme moi qui ont envie d'être à l'Assemblée nationale, de prendre les décisions, d'être aux instances de décision, parce qu'elles savent que les femmes ivoiriennes font presque la moitié de la population. Elles ont des compétences. Parce que si les hommes sont là, aux instances de décision, et ils ne savent pas que les femmes qui font 62%, qui produisent 62% des biens économiques sont importantes, ça veut dire qu'il y a un problème de compétences à leur niveau. Donc nous, on veut prendre le relais. Oui. Et c'est bien pour cela qu'on construit la bibliothèque, pour permettre à ces petites filles-là de voyager, même en étant dans leur village. À travers ces livres, elles verront des femmes députées, des femmes magistrates, des femmes gynécologues. Elles verront d'autres femmes. Et ainsi, en elles, on va booster l'envie de devenir de grandes dames, des femmes qui rêvent grand et qui vont changer, en fait, l'histoire des femmes de mon pays. Parce qu'il faut le dire, là, j'ai dit 32 femmes, c'est quand même beaucoup, vous avez ri. Mais on a 7 femmes ministres chez moi. Mais pendant les fêtes, pendant la célébration, il ne faut pas que je dise fête comme les autres, pendant la Journée internationale des droits des femmes, que les autres appellent fête chez moi, même nos autorités, ils appellent cette journée la fête, ce qui me cœur.
Ils disent que les femmes sont importantes. Bah, les femmes sont importantes, mais vous n'avez que 7 dans votre gouvernement. De qui on se moque? Donc, vous voyez, on a plein d'idées, nous les femmes à la Ligue ivoirienne des droits de femmes. On veut changer le cours des choses. On a besoin de moyens pour aller partout en Côte d'Ivoire, pour poser en fait des actions qui permettront aux femmes de se lever et de dire qu'on va aux instances de décision parce qu'on sait que la politique, c'est la gestion de la cité et on veut gérer la cité pour nous et avec nous. Voilà, et donc c'est pour ça que nous sommes ici. Je sais la prérogative d'être député. Je sais que vous votez des budgets. Je sais que vous pouvez faire pression. Donc nous sommes ici, en fait, pour que vous puissiez voter des budgets un peu plus grands pour nous et aussi faire pression, en fait, que les fonds reviennent directement, en fait, aux organisations féministes qui travaillent sur le terrain et qui se donnent corps et âme, en fait, pour que les femmes puissent réussir, puissent s'en sortir, puissent être épanouies, parce qu'il est dit que lorsque une femme n'est pas épanouie quelque part, moi aussi, je ne suis pas épanouie. J'ai paraphrasé une citation, j'espère que j'ai pas mal dit, voilà. Et je vais m'arrêter là, je ne sais pas être très longue. Merci. Alors, bonjour ici, moi c'est Jayla Bandiom de la Mauritanie. Et bien sûr, mes collègues ont déjà parlé de pratiquement toute la substance de ce qu'il y avait à dire. Mais c'est important pour nous aussi de revenir, en fait, comme vous l'avez dit, sur les activités que nous faisons par rapport aux fonds que nous disposons de la part du Fonds féministe en action, qui est le consortium, comme vous l'avez dit, de 3 organisations, et qui aide des organisations telles que les miennes, par exemple, les nôtres en tout cas, qui sont des petites organisations dans des pays un peu difficiles, des contextes assez austères aussi pour tout ce qui est organisation de droits des femmes, organisation féministe. Donc, il est important de notifier ce que nous faisons aussi sur le terrain. Alors, pour ce qui est de notre cas, nous, c'est Initiative pour la santé de la reproduction. C'est une organisation qui travaille beaucoup sur les questions de la santé de la reproduction, notamment des jeunes filles et des adolescentes. Et pour ce projet particulier, nous travaillons sur 2 problématiques. La première, c'est l'accès à la contraception. Et l'autre chose aussi, c'est sur la précarité menstruelle. L'accès à la contraception, pourquoi? Parce que la Mauritanie, dans sa législative, en fait, ne permet pas aux jeunes non mariés d'avoir accès à la contraception. Donc, vous imaginez aussi les dégâts qu'il y a autour, parce que les jeunes sont effectivement actifs sexuellement aussi, que la loi l'interdit ou pas. Ils sont actifs sexuellement. Et s'ils sont actifs sexuellement et qu'il n'y a pas de contraception disponible pour elles, c'est-à-dire sur le plan juridique, ça crée en fait aussi tout ce fossé qu'on a. C'est bonjour les infections, bonjour les grossesses non désirées, bonjour plein de choses, en fait, qui font que les jeunes demandent à avoir accès à la contraception. Nous, dans nos associations, on peut par exemple disponibiliser en fait les préservatifs et faire toute une campagne de communication en fait sur pourquoi il est nécessaire d'avoir une sexualité responsable, pourquoi il est nécessaire d'utiliser les préservatifs, pourquoi il est nécessaire, et même de voir dans quelle mesure, avec les autorités aussi, pouvoir disponibiliser par exemple certaines contraceptions dans certains cas. On a réussi quand même en Mauritanie à faire de sorte que pour les femmes qui sont victimes, par exemple, de viol, de pouvoir avoir au moins la contraceptive d'urgence. C'est-à-dire dans le jour où le viol est constaté, c'est-à-dire d'avoir la contraceptive d'urgence. Ça, c'est un acquis, même si sur le plan juridique, il y a plein d'autres choses à faire. Nous aussi, dans ce même projet, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on visite souvent les femmes qui sont prisonnières en Mauritanie et on leur donne aussi des serviettes hygiéniques. Et nous, à chaque fois qu'on vient, on leur donne les serviettes hygiéniques qu'on connaît toutes ici, en fait. Sauf que le problème qui se posait, c'est qu'on ne pouvait pas tout le temps revenir leur donner des serviettes hygiéniques. On ne peut pas repasser chaque mois. Et elle nous disait, et qu'est-ce qui se passera le prochain mois? Des choses comme ça. Donc, on s'est dit peut-être qu'il faut réfléchir à des alternatives, c'est-à-dire de proposer des serviettes hygiéniques qui sont réutilisables. Donc, c'est comme ça est né le projet aussi des serviettes hygiéniques qui sont réutilisables. Et ce sont des femmes qui sont suivies aussi par l'association qui sont victimes de violences basées sur le genre
pour la plupart, c'est des femmes qui sont victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles. C'est elles-mêmes, en fait, qui sont dans des conditions aussi très, très, très précaires et très pauvres, en fait, qu'on a pu former pour qu'elles aient la compétence de pouvoir confectionner ces serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, elles en confectionnent aujourd'hui. Et ces mêmes serviettes vont servir à donner non seulement de disponibiliser ça pour les femmes qui sont détenues et les femmes vulnérables, et bien sûr d'autres aussi, c'est-à-dire des lycéennes qui n'ont pas forcément aussi les moyens de se payer des serviettes classiques. Et aussi, c'est aussi une manière d'autonomiser plus ou moins financièrement aussi ces 10 femmes ou 15 femmes qu'on a autour, parce qu'après aussi, l'idée c'est de voir c'est dans quelle mesure elles pourront elles-mêmes confectionner ces serviettes et les revendre et que ce soit des sources de revenus pour elles, parce que c'est des femmes qui sont dans des situations précaires. Donc voilà le projet qu'on a nous, qui est un projet avec une enveloppe de 10 000 euros. C'est assez limité pour une année, mais on se dit que ça permet quand même de faire des petites choses et des petites choses qui vont vraiment révolutionner des choses ou en tout cas rectifier beaucoup de problèmes au niveau qu'on a en tout cas au niveau national par rapport à ça et particulièrement à la précarité menstruelle. Maintenant, en dehors du projet Fonds féministes en action, on travaille aussi beaucoup sur les questions de plaidoyer par rapport au changement de la législature mauritanienne d'une manière générale, parce qu'encore aujourd'hui, en Mauritanie, on n'a qu'un code de statut personnel qui régit tout ce qui est droit de la femme. Et c'est un code de statut personnel qui est fortement inspiré de la charia. Donc, vous imaginez, en fait, comment ça doit être, en fait, pour tout ce qui est droit des femmes. Tout c'est régi, en fait, pour... nous disons, en fait, que même si dans ce code de statut personnel, il y a des petits acquis, mais la plupart du temps, c'est quand même des articles et des lois qui sont même contre les droits des femmes. En dehors de ça, il n'y a pas une autre juridiction, on n'a pas de loi sur les violences basées sur le genre et pourtant ça fait 7 ans maintenant qu'on se bat, on fait des plaidoyers pour qu'il y ait ce projet de loi. Et malheureusement, notre Assemblée, à chaque fois que ce projet se présente, on trouve quand même le moyen de rabâcler, en fait, de dire que c'est des projets qui sont peut-être anti-islamiques ou des projets qui visent à pervertir la société, des choses comme ça. Donc, on n'a pas réussi, le gouvernement mauritanien en particulier, parce que c'est lui qui était porteur, malgré le fait qu'il a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, n'a pas pu passer ces 2 projets de loi pour vous dire comment aussi les restrictions et comment aussi les blocages socioculturels sont là et comment le discours religieux aussi il est présent. Donc voilà, ça c'était juste pour faire un petit tour par rapport à ce que nous faisons dans notre association et particulièrement pour le Fonds féministe en action. Et là, je vais peut-être vous répéter ce qui a été déjà dit, de ce qu'on attend en fait de cette audience des parlementaires français. C'est par rapport, comme vous l'avez dit, au vote du budget. Parce que nous, on sait très bien que dans nos pays, en fait, on reçoit beaucoup l'aide au développement. Et on aurait bien voulu que ce soit, par exemple, cette assemblée, que ce soit avec nos députés respectifs, et que ce soit des fonds publics, par exemple, en Mauritanie pour les associations. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de fonds disponibles pour les associations. Donc, les associations qui travaillent en Mauritanie, et je le sais pour la plupart d'entre eux ici, dépendent aussi des organisations internationales, des fonds publics d'aide au développement qui permettent aux associations d'avoir la liberté d'agir. Donc, là où nous, on espère votre intervention, c'est de vraiment veiller à ce que ces fonds soient de plus en plus orientés vers des thématiques qui sont liées aux droits des femmes. Et surtout, si la France dit avoir une diplomatie féministe, donc c'est aussi l'occasion que les fonds aussi soient aussi féministes. Et qu'en plus de ça aussi, il y a un autre fait que nous, on a remarqué, surtout au niveau de la Mauritanie. On a beaucoup de fonds, mais la plupart des fonds d'aide qui viennent, ce sont des fonds qui sont destinés au gouvernement lui-même, en fait, pas à la société civile. Et puisque c'est destiné au gouvernement, souvent aussi, le gouvernement politise aussi ces fonds, parce que c'est souvent les associations du gouvernement même qui sont bénéficiaires et qui répondent aux mêmes politiques du gouvernement et pas les associations proprement dites qui sont là, qui luttent pour les droits des femmes avec 0 moyens et 0 appui. Donc, il faudra peut-être de plus en plus orienter les fonds vers la société civile, parce que vraiment, c'est la société civile qui constitue un peu le contre-pouvoir et qui peut aussi changer des choses. Donc, si on alloue de plus en plus des fonds
à la société civile, ce serait encore mieux que toujours au gouvernement. Et quand même pour les fonds aussi qui sont attribués au gouvernement, nous on voudrait bien que vous essayiez de voir dans quelle mesure il faut insister pour que même si c'est des fonds qui sont destinés, que ce soit à l'éducation, à l'environnement, quelle que soit la thématique, que ce soit des fonds qui intègrent la dimension genre et qui a un peu aussi cette approche féministe, parce que ça permet d'une manière ou d'une autre de les contraindre à travailler sur certains sujets sur lesquels ils ne mettent pas forcément leur volonté, et ça leur contraint aussi d'impliquer les organisations féministes et aussi les femmes dans les différents pays. Donc voilà sur quoi je voulais parler, et merci beaucoup. Merci à chacune d'entre vous et félicitations pour votre engagement à chacune de vous. Je propose qu'on passe à nos prises de parole également par groupe politique. Donc pour le groupe Renaissance, je laisse la parole à Amélia Lacrafi. Rebonjour mesdames et bravo pour ce que vous faites et bienvenue dans cette belle maison. Tout d'abord, merci pour votre engagement, un engagement au quotidien extrêmement dynamique et touchant. Je pense qu'on a tous été ici émus par vos propos les unes les autres. J'ai la chance d'avoir une circonscription qui comprend 38 pays africains et je rencontre régulièrement des femmes, essentiellement, enfin vraiment souvent, des femmes qui portent des initiatives comme les autres. Et on a à cœur, en tout cas, j'espère que ça se ressent, mais en fait, on se rend compte que finalement, selon où se trouvent certaines organisations, pas forcément, on a à cœur d'accompagner les associations apolitiques. Et c'est vrai que depuis le nouveau sommet africain, Afrique-France à Montpellier, on pousse nos postes diplomatiques à aller à la rencontre de la société civile et travailler avec la jeunesse africaine, les femmes africaines et vraiment beaucoup moins que la politique, les politiques, parce qu'on sait que c'est vous, en fait, c'est les femmes qui portent et qui continueront à porter le développement des pays. Je me rends compte aussi souvent que c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin aide vraiment à émanciper les femmes, les jeunes filles, et plus on a des incubateurs, souvent l'initiative de femmes africaines, plus on a une région et un pays qui se développe vite. On a de belles expériences d'incubateurs, notamment en RDC, j'en ai vu un récemment, et je vois l'appétence des femmes pour ces incubateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, les obstacles, on les connaît. Comment on lutte contre ces obstacles? J'imagine que l'alphabétisation en fait partie, mais pas que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez pu connaître l'initiative, votre initiative, donc ce fonds. Est-ce que c'est vous qui avez identifié ces femmes? Est-ce que c'est vous qui avez identifié cette initiative? C'est vrai que l'AFD est une belle maison. L'argent, il y en a, on en a voté. Vraiment, enfin, pour le coup, on a augmenté de manière très significative les budgets de l'AFD, avec un objectif, bien sûr, pour le genre qui n'est pas forcément aujourd'hui suffisamment fléché. À nous, députés, d'être vigilants sur les budgets et du coup de peut-être auditionner l'AFD. Là, je réfléchis à voix haute, mais ça peut être intéressant d'auditionner nous-mêmes l'AFD. Et l'AFD n'est malheureusement pas dimensionnée pour suivre les petits projets. Il faut tout de suite plusieurs millions d'euros pour que l'AFD soit dimensionnée, parce que sinon, ils ne seraient pas du tout assez nombreux. Et c'est là que grâce à des ONG ou des fonds comme le vôtre, on peut adresser en fait des associations à taille beaucoup plus humaine. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut améliorer et l'accès à l'AFD, vos échanges avec l'AFD, parce qu'on vous demande énormément de documents, parce qu'en même temps, nous-mêmes, on doit prouver ce qu'on fait avec l'argent public aux Français. Et du coup, comment vous répondez à cette complexité administrative que nous vous imposons finalement? Merci, chers collègues. Peut-être avant de répondre, on va faire l'ensemble des interventions, des questionnements qui vous permettra de répondre peut-être en paquet. Donc, je laisse la parole pour le groupe LFI à Pascal Martin. Alors, je laisse la parole à Erzilia Soudé. Madame la Présidente, Mesdames les représentantes d'organisations féministes, chers collègues,
La notion de diplomatie féministe est très à la mode en France depuis 2019, date à laquelle la France a lancé un fonds féministe dans le cadre de l'APD, suite à un plaidoyer mené notamment par Oxfam. Notre pays a formellement réintégré son engagement en la matière avec la loi sur le développement solidaire promulguée le 4 août 2021. Hélas, cela ne se traduit par aucun acte fort et nous sommes mal classés dans ce domaine par l'OCDE. Actuellement, seul 0,13% du budget de l'AFD est réellement consacré aux organisations féministes de la société civile qui sont pourtant en première ligne. Le problème ne vient-il pas de la nature même de l'organisme qui gère l'aide au développement ? L'AFD est une banque et les banques demandent une redevabilité. Lors de notre mission interparlementaire au Sénégal au début du mois, des agents de l'AFD ont reconnu eux-mêmes auprès de mes collègues et de moi-même que l'aide financière n'était consacrée qu'à des projets de grande ampleur, raison pour laquelle, d'ailleurs, elle se cantonnait essentiellement à des milieux urbains alors que vous avez vous-même souligné les besoins des milieux ruraux. Les budgets inférieurs à 50 000 € ne sont pas du ressort de l'AFD, or les associations féministes ont en général un budget de l'ordre de 30 000 €. Il y a donc un décalage entre la noblesse des intentions affichées et les actes qui ne sont pas à la hauteur. Enfin, on peut s'interroger sur le degré de conscience de la France à l'égard de l'enjeu. En effet, au motif d'éviter un éventuel financement de terroristes ou du blanchiment d'argent, l'AFD veut contraindre Oxfam et Coordination Sud à donner des détails sur toutes les personnes touchant une partie du fonds féministe, ce qui, de manière immédiate, peut mettre en danger des femmes, des militantes, qu'il s'agit à l'origine d'aider. Est-ce cela la diplomatie féministe, mettre des femmes en danger, quand on sait, comme vous l'avez rappelé, que défendre les droits des femmes peut vous valoir des menaces de mort? Mesdames, comment la France pourrait-elle, selon vous, refonder sa conception de la diplomatie féministe pour mettre en adéquation ces grands principes et leur application? Merci, on va continuer. Moi, je voudrais saluer en tout cas la façon dont vous êtes intervenues, mesdames, sur le fait de saluer l'action de l'AFD et plutôt de chercher ici à avoir des améliorations et des suggestions. Je relayerai une des questions de notre collègue Stella Dupont qui nous a quittés, qui était là au début de notre intervention. Je laisse la parole pour le MoDem à Sandrine Josso. Merci Madame la Présidente, chers collègues, mesdames. Monsieur aussi, au fond. Et bien, en tout cas, merci pour vos témoignages très intéressants, émouvants. On sent aussi votre détermination, vos convictions. On entend aussi vos combats. Et on a bien compris que ce n'était pas facile tous les jours. En tout cas, il y avait beaucoup de sincérité et puis beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que ça donne envie de continuer à vous aider, bien évidemment. Tout à l'heure, une de mes collègues vous a salué en tant que sœur. Et effectivement, il y a certainement cette notion-là aussi qui est importante, qui nous lie toutes. Alors, il y a énormément de sujets dont vous avez parlé. Et moi, j'aimerais juste vous entendre sur peut-être vos priorités d'action. Est-ce que vous avez un fil rouge, un consensus de priorité d'action? Est-ce que ça se situe plus sur des sujets comme l'éducation, la parentalité, aussi la sexualité? Et puis, j'ai aussi envie de vous parler de la santé des femmes, si vous voulez bien nous en dire un petit peu plus, et comment nous, on peut vous soutenir par rapport à ces priorités. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon, la parole à Anne-Cécile Violent. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, merci. Merci tout d'abord pour vos présentations, pour vos allocutions qui effectivement étaient extrêmement émouvantes et qui font du bien justement par votre détermination. On sent la force de vos convictions, la force de votre dynamisme. Et je me dis que vos sœurs aussi, chez vous, ont beaucoup de chance de vous avoir au sein des associations que vous représentez. Alors effectivement, l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour notre gouvernement, à la fois sur le territoire national, mais aussi au travers des projets et de nos investissements à l'étranger. Le président de la République en avait fait une priorité lors de sa présidence du G7 en 2019. Et on a aujourd'hui une ministre, Madame Isabelle Rome, qui est effectivement extrêmement investie sur ces questions-là. Donc, on le sait, ce sont les femmes et les filles qui sont d'abord les premières touchées par la pauvreté, par les conflits, le changement climatique.
Ces discriminations et ces violences peuvent être largement exacerbées et instrumentalisées dans plusieurs pays du fait de la configuration socio-économique et politique. Alors la France est très attachée à intégrer l'objectif d'égalité dans toutes les dimensions de sa politique, à la fois dans les domaines de développement, mais aussi de paix et de sécurité, de défense, de transition climatique. En ce sens, la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes renforce la cohérence et l'efficacité des actions dites de genre dans ses politiques d'aide au développement ainsi que son action extérieure. C'est dans ce cadre que vos différentes organisations de la société civile peuvent bénéficier de financement et de soutien. Alors évidemment, j'avais énormément de questions, certaines dont vous avez répondu, et notamment comment vous pouvez, grâce à l'AFD, continuer à développer vos actions, même si, bien évidemment, tout est perfectible et on a bien entendu vos demandes. J'aurais peut-être envie d'une question plus politique, c'est-à-dire, vous l'avez fait, certaines d'entre vous l'ont fait, de dénoncer le côté conservateur, parfois très hiérarchisé, très patriarcal de vos sociétés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment, justement, au sein chacune de vos associations, vous pouvez essayer d'amener ce combat et de sortir de ces schémas-là? Et puis, je crois que c'est Marie-Paule qui l'a évoqué, comment votre engagement féministe peut être aussi associé à un engagement politique? Est-ce que ça peut être aussi une manière d'être encore plus efficace? Et puis peut-être une petite question sur l'afroféminisme. Quel regard y portez-vous depuis votre engagement local? Je vous remercie infiniment. Merci. Ensuite, une question pour Prisca Thévenot du groupe Renaissance. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente, mes chers collègues, mesdames, mesdemoiselles. Je vais aller dans ce qui a été dit juste avant, effectivement, et pas être trop longue, parce que l'enjeu pour nous, c'est surtout de vous entendre et de vous apporter des solutions, et j'espère de belles ambitions que nous pourrons porter de façon commune et partagée, parce qu'effectivement, quand il s'agit des femmes, vos combats sont puissants, sont clairement audibles, mais souvent, ils se retrouvent en écho à ce que nous vivons, nous aussi, ici, dans nos pays développés, soyons très clairs. J'ai entendu tout à l'heure un mot qui m'a fait tilt, il y en a eu de nombreux, mais celui de la précarité menstruelle. C'est un combat que vous avez, c'est un combat que nous menons aussi ici en France. Et je le dis haut et fort, nous avons aussi du chemin à faire chez nous et nous avons peut-être aussi à apprendre de vous, parce que là où vous bravez beaucoup d'obstacles, eh ben, peut-être que nous aussi, nous devons peut-être regagner en énergie sur certains combats que nous avons peut-être cru gagner d'avance, nous ici en France. Sur le sujet de la précarité menstruelle, j'ai une petite question qui va rejoindre ma collègue Sandrine Josso sur la santé des femmes. Est-ce que vous arrivez aussi sur ces moments où vous les voyez pour la précarité menstruelle avec ces serviettes hygiéniques qu'elles confectionnent, ou également sur les soutiens financiers que vous pouvez leur apporter ou des soutiens matériels? Vous citiez tout à l'heure les vélos. Est-ce que vous arrivez aussi à les accrocher sur la connaissance de leur corps? Parce qu'on sait qu'aussi que la bonne maîtrise de son corps permet aussi de s'affranchir d'un certain nombre d'obstacles, des obstacles qui nous sont donnés souvent par les hommes, et également sur des actes de prévention. Je parle notamment sur un sujet sur lequel nous devons avancer, nous, en France, qui est le vaccin HPV. Le vaccin sur lequel un certain nombre de pays africains est en avance par rapport à nous et qui permet de, par exemple, en finir avec le cancer du col de l'utérus qui touche, on le sait, les femmes, les jeunes filles, et sur lesquelles nous avons des moyens d'agir. Si vous aviez cela déjà dans vos stratégies, j'aimerais bien vous entendre dessus, et si vous ne l'aviez pas encore, peut-être voir comment nous pouvons avancer ensemble. Merci. Merci. Pour le groupe LFI, Pascal Martin. J'ai entendu dans vos différents témoignages la question des fonds, du financement. Et les fonds pour agir me semblent évidemment essentiels quand on est une féministe engagée dans un mouvement. Et l'argent qui est donné à la société civile et parfois qui transite par vos gouvernements, il nécessite évidemment un contrôle. Et voilà, j'axe plus ma question sur les aides publiques. C'est un souci que nous avons ici aussi, de contrôler les aides publiques et de savoir comment elles sont bien redistribuées et au bon endroit. Et il me semble qu'au travers de vos témoignages, c'est aussi ce que vous avez voulu nous dire de comment, ensemble, on pourrait travailler sur cette question de la bonne orientation de ces aides publiques. Après, tout comme ma collègue vient de le dire, je pense qu'on retrouve vraiment des problématiques communes à nos deux pays,
parfois, on peut imaginer que nous, la France, on a une petite longueur d'avance, mais vraiment, au travers de ce que nous venons d'entendre, je ne pense pas, puisque vous nous avez parlé contraception, vous nous avez parlé IVG, vous nous avez parlé autonomie financière, accès à la terre pour l'autonomie alimentaire. C'est vraiment des problématiques qui nous traversent aussi, et je crois qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Et je voudrais finir mon propos en redemandant un peu solennellement à Madame la Présidente de la délégation droits des femmes française de veiller, je pense qu'on a un devoir de veille à la sécurité de ces femmes qui sont repérées dans leur pays comme des activistes féministes et qui parfois se mettent en danger quand elles viennent nous rencontrer et qu'ensuite elles rentrent dans leur pays. Et je le déclare assez solennellement, il faut vraiment qu'on soit en solidarité, encore une fois, de nos sœurs qui prennent des risques que l'on ne mesure pas forcément ici, nous qui sommes finalement assez à l'abri par rapport à nos engagements. Merci. Peut-être pour dire un mot en tant que présidente, je rappelle déjà les propos que notre bureau a déjà débattus, et lorsque nous finirons les missions qui sont en cours, nous avons fait le choix au cours de l'année 2023 de faire une mission sur le sujet des droits des femmes à l'étranger, soit en accessibilité de nos services publics à l'étranger. Donc peut-être qu'il y aura un angle possible, en tout cas c'est bien entendu, et nous pourrons l'intégrer dans nos travaux. Je me permets pour conclure de relayer une question de notre collègue Stella Dupont, qui était elle-même en voyage d'études au Sénégal en début d'année également, et qui questionnait plusieurs d'entre vous. Vous avez indiqué notre capacité peut-être à mettre de la pression sur les aides, ou en tout cas de continuer à aller dans ce sens-là. Elle questionnait votre avis, suggestion sur la notion de la juste place de la France pour ne pas être non plus dans l'ingérence. Donc voilà, si vous avez des suggestions, elle aura à cœur de regarder, puisque nos travaux sont en vidéo. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse peut-être vous organiser pour les réponses. Merci. Si vous voulez bien, je vais répondre sur l'AFD et l'APD, puisque c'est le consortium qui est vraiment en relation directe avec l'AFD, puisque les organisations féministes que nous soutenons à travers ce consortium, justement, n'ont pas accès directement à l'AFD et ne sont pas en relation, bien qu'on a organisé pour cette semaine de plaidoyer justement une rencontre avec l'AFD, aussi bien avec le DG qu'avec justement toute l'équipe technique, justement pour exposer les problèmes techniques qu'elle rencontre sur ces questions-là. Sur les autres questions justement locales que vous avez posées sur les thématiques, je les laisse évidemment répondre. Elles sont mieux placées que moi pour pouvoir y répondre, et je ne voudrais pas m'ingérer dans les différentes associations. Donc, comment nous avons réussi à toucher des organisations locales? Il faut vous dire que ce SOF dont on parle aujourd'hui, c'est on va dire une revendication qu'on a eue quand ça a été adossé au Women 7 par rapport au G7. À ce moment-là, nous avons demandé au président Macron de pouvoir donc avoir plus d'argent qui pouvait aller justement directement et cibler les organisations féministes. C'est donc une lutte qu'on a menée à ce moment-là et qui a été entendue. Il y a eu ce SOF qui a été donc désigné avec l'argent qui a été disponible à ce moment-là, pas suffisamment bien sûr pour nous, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui entre autres au président Macron, c'est de pouvoir le pérenniser, d'avoir une pérennité de ce fonds, parce qu'il a été renouvelé effectivement, et donc c'est très bien, nous en sommes ravis, mais il faudrait le pérenniser parce qu'il est très important. L'autre chose sur laquelle nous avons insisté dans ce SOF, c'est qu'il puisse toucher directement et cibler des organisations locales que l'AFD ne peut jamais cibler. Ça, on le sait. Ce n'est pas possible pour une banque qui a des processus de redevabilité de pouvoir cibler des organisations locales. Parce que la façon dont fonctionne une banque, il est normal qu'elle demande, c'est de l'argent public qui est géré, il est normal qu'elle demande une redevabilité. C'est pour ça que dans les consortiums, nous avons, et nous sommes tous les jours en train de lutter pied à pied avec l'AFD
pour toujours demander à ce que les exigences qu'elle a soient moindres, sinon on ne peut pas toucher les organisations féministes. Donc nous nous portons garant, avec Equipoc, avec le Fonds pour les femmes en Méditerranée, avec Oxfam, avec CARE, qui est le lead de ce consortium, avec IPBF, avec CHOSC, qui est 2 autres fonds féministes. On se porte garante pour ces organisations féministes. Comment on peut se porter garante pour ces organisations féministes? Parce qu'on connaît le terrain. C'est la seule raison pour laquelle on peut se porter garante. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain. On sait qui sont ces organisations. On sait qu'elles travaillent depuis des années. On sait qui est qui dans chaque organisation. On connaît chaque individu de ces organisations. Ce que ne peut pas faire l'AFD. Ce que ne peut pas faire l'AFD, c'est pas possible pour elle de connaître ces organisations. C'est pour ça que ça transite, qu'on demande à ce que cet argent public transite par des organismes qui connaissent le terrain. Et c'est très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, cet APD ne transite pas toujours par des gens qui constituent ce consortium. Aujourd'hui est un consortium exemplaire, mais cet APD transite aussi par des organisations qui ne connaissent pas les terrains. Ce n'est pas qu'elles ne font pas du bon travail, elles font certainement du travail humanitaire qui est absolument extraordinaire. Mais elles ne connaissent pas les organisations locales féministes avec lesquelles on travaille tous les jours depuis des années. Et je crois que c'est ça, le vrai souci, c'est ça. C'est qu'il faut une connaissance du terrain. Et pour cela, si on veut vraiment mieux cibler l'APD aujourd'hui, il faut transiter par ça. La deuxième possibilité, c'est que l'argent qui doit aller aux organisations féministes ne transite pas par l'AFD, mais transite par un fonds féministe. Un fonds féministe comme l'ont fait l'exemple où elles se sont battues et les États ont compris qu'effectivement passer par des banques, quand on parle des associations féministes, pourquoi c'est compliqué les associations féministes? Pour plusieurs raisons. On ne peut pas faire comme pour tout le reste. Pourquoi on ne peut pas faire comme tout le reste? D'abord, c'est des petites organisations, pour la plupart. C'est-à-dire 75% des organisations féministes dans le monde ont des budgets inférieurs à 50 000 euros. 75%. C'est pas rien. C'est pas rien, ça veut dire que vous n'avez que 25% qui ont des budgets. Et encore, quand je vous dis, il y a 10% qui ont des budgets supérieurs à 1 million d'euros. 10%. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme avec toutes les autres organisations. Ce n'est pas possible. Il faut un chemin spécifique, il faut un financement féminin. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir différemment. Deuxièmement, elles ont affaire sans arrêt toujours à des contextes qui changent tout le temps. Le contexte de ces pays change. Ça veut dire qu'il faut des financements flexibles. Flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il s'est passé en Tunisie, vous voyez, il y a un changement qui s'est effectué. On a donné des financements pour qu'on puisse, par exemple, constituer un appel à travailler sur la Constitution. Il s'avère que la Constitution a été vidée de son sens, puisque la parité a été supprimée, pratiquement, on va dire qu'il n'y a peut-être pas aux prochaines élections de femmes qui vont être à l'Assemblée, et la charia a été introduite à l'intérieur de la Constitution, ce qui n'existait pas en Tunisie. Ça veut dire que tout de suite, les femmes sont obligées tout de suite aujourd'hui d'agir dans l'urgence et changer. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? La subvention, elle était pour ceci, elle va changer de nom, elle va être pour cela. La banque ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas, parce que ce sont des processus bureaucratiques qui sont compliqués à mettre en œuvre. Ou alors, il faut passer par, encore une fois, des fonds qui sont beaucoup plus flexibles. Il faut des fonds pérennes. Elles n'ont pas la possibilité de regarder à distance sur les 2 ans, sur les 3 ans, parce que c'est des petits fonds qu'on leur donne. On leur donne 10 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros. Bon, la vision à long terme, comment faire un projet sur 2-3 ans si on ne vous donne pas des fonds qui sont pérennes? Ce n'est pas possible. Et ces femmes-là, ce sont des femmes qui se battent. Vous le savez, en tant que femmes, elles se battent dans leurs associations en tant que bénévoles, elles se battent dans leur famille. Oui, bien sûr, pardon. Je vais raccourcir, mais j'explique juste le processus AFD et APD. C'est vrai que ça prend un peu de temps pour bien comprendre. Et pourquoi je l'explique et je prends du temps, c'est parce que vous allez être les interlocutrices de ce gouvernement pour demander justement une autre façon de revoir cette coopération et les relations qu'on peut avoir avec l'AFD et sur cette aide publique au développement. Donc j'arrête là et je reviendrai si on a un peu plus de temps. Merci.
Merci. On vous laisse peut-être juste fermer votre micro. On vous laisse peut-être toutes les 5 organiser vos prises de parole pour répondre à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Alors, merci pour l'intérêt. J'ai cru entendre la question sur la santé. Effectivement, bon, comme vous l'aurez constaté, c'est le temps aussi, on n'a pas pu aborder tous les sujets. Sinon, nous, à notre niveau, nous intervenons dans le domaine de la santé. Et d'abord, la santé sexuelle et reproductive. Parce qu'on fait le parrainage, et le parrainage, c'est la prise en charge des frais de scolarité. Il y a l'accompagnement alimentaire, et souvent vestimentaire. Comme je l'avais dit, c'est vraiment des actions périodiques. Oui, ce n'est pas à tout moment qu'on gagne le matériel. Même les vélos, c'est des dons, c'est des gens qui nous apportent parce qu'ils voient réellement ce que nous faisons sur le terrain et la confiance y est. Et donc, au niveau de la santé, il y a la question de dépistage du cancer du col et du sein de l'utérus, parce qu'on ne peut pas intervenir en parlant des filles et puis femmes rurales sans parler de ça. Effectivement, nous le faisons en collaboration avec l'ONG Marie Stop International et qui nous accompagne annuellement une fois. Parce que notre structure Réseau pour la promotion de la femme rurale, nous organisons en prélude à la journée internationale des droits de la femme rurale. Chaque 15 octobre, nous prenons une semaine d'activité. Et donc, nous profitons de cette semaine d'activité pour faire le dépistage dans nos zones d'intervention, voilà, pour détecter le col de l'utérus, le sein, les maladies sexuellement transmissibles et faire gratuitement la planification familiale au profit de ces femmes rurales-là. Mais c'est grâce à l'ONG Marie Stop International que nous le faisons. Mais avec le fonds de IPBF, là, nous avons, ça c'est côté sanitaire parce que quand on parle de l'accompagnement, la prise en charge des victimes, nous travaillons en collaboration avec la santé et la sécurité et l'action sociale parce qu'on n'a pas les moyens de prendre des spécialistes en psychosocial, mais c'est l'action sociale, le ministère de l'action sociale, à travers la direction déconcentrée qui est au niveau local avec qui nous accompagnons et nous faisons à notre manière parce qu'on n'a pas assez de moyens pour pouvoir prendre vraiment des personnes qualifiées. Voilà, donc le parrainage, effectivement, on a également des points focaux. Comme on dit, on travaille avec des volontaires, des enseignantes dans chaque école qui nous permettent de cibler des filles qu'elles constatent vraiment qu'elles sont vraiment des filles qu'on n'arrive pas à contrôler à partir de 12 ans et on les réunit chaque fois à la fin de chaque mois, le dernier mercredi du mois, parce que chez nous, les mercredis, c'est une demi-journée de travail. Donc, on les réunit à la fin du mois. On cause avec ces filles pour les conseiller sur comment elles doivent gérer leurs menstrues, et la gestion hygiénique des menstrues, voilà, à quel moment éviter pour ne pas tomber précocement enceinte. Mais c'est vraiment modeste parce que on n'a pas de fonds. C'est vraiment des actions volontaires que nous faisons à ce niveau. Intervenir sur la question de comment est-ce que les organisations qui nous ont portés, comment est-ce que nous avons reçu les financements. Donc, Fawzia l'a dit, ce sont des consortiums qui nous connaissent. Par exemple, quand je prends l'IPBF, l'IPBF nous a financé à travers un premier financement. Donc, il y avait déjà le lien qui était tissé, mais on a reçu pour 8 mois 2 millions. 2 millions 400 000, voilà. Donc, il y avait même francs CFA, voilà, 2 millions 400, voilà, 400 000 francs CFA. Donc, c'était pour accompagner les jeunes filles dans le domaine du leadership avec
les thématiques de violence basées sur le genre, les mettre dans ce bain. Ensuite, c'était de faire des émissions, tout ça là, etc. Donc, quand le projet Féministe en Action a été lancé, donc nous connaissons déjà avec les ressources limitées et ce que nous faisons sur le terrain, c'est l'appel à projet qui nous a été envoyé. Donc, l'appel à projet nous a été envoyé et donc, sur la liste de l'appel à projet, il y avait des thématiques. La thématique de la SSRD, la thématique des VBG. Donc, je me suis retrouvée du coup dans cette thématique parce qu'on faisait déjà les actions sur le terrain et il fallait juste un coup de pouce pour encore toucher plus de cibles. Donc, nous avons postulé voilà, par le canal de l'appel à projet. Mais comme elle l'a dit, on ne pouvait pas, on a juste demandé, et là, c'était vraiment souple. Vous voyez, c'était juste de présenter le récépissé que vous êtes reconnu par l'État togolais comme association légitime, d'avoir des statuts, d'avoir des rapports financiers, des rapports d'activité. Et ça, on a pu facilement prouver ça. Oui, voilà, merci. Et un compte bancaire. Heureusement qu'on n'a pas demandé les rapports d'audit annuels ou pluriannuels prouvant que vous avez reçu, comme on a dit, dans les conditions de l'AFD, un financement de plus de 50 millions. Donc, c'est juste par des appels à projets. Et ce que moi, je voudrais ajouter encore par rapport à la question de la santé sexuelle et reproductive, comme elle a dit, souvent, nous faisons des partenariats avec les associations. Nous les invitons, les associations de santé, les personnels. Il y a certains personnels qui sont des membres, qui sont des volontaires, qui viennent à nos séances, nous les invitons. Juste, on cotise, on leur donne le déplacement, mais comme ce sont des spécialistes, ils connaissent le sujet, ils viennent parler aux filles. Ouais, sur leur corps, sur le cycle. Bien sûr que moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise ici, par exemple, avec une mention très bien sur la problématique de la santé à l'Université de Lomé. Après, j'ai fait un master en gestion de projet. C'est pour ça que j'écris très bien les projets. Mais je ne peux pas me mettre tout de suite à expliquer très bien l'utérus de la femme, comment ça fonctionne, le cycle mensuel, les dangers, tout ça là aux filles. Donc, avec le financement du projet Féministe en Action, comme je soutenais les filles qui sont des universitaires, et non, il n'y a pas les moyens, par exemple, pour qu'elles continuent les études à l'université, ou bien les filles sorties de la précarité dans les métiers d'hommes, mais des fois qui tombent enceintes et du coup, il y a leur apprentissage voilà, qui cesse. Donc, on a fait appel à des consultants sur le projet parce qu'il y avait des personnes ressources pour la thématique. 50 000 francs par jour. Donc, on a signé les contrats, on a rempli les formulaires de l'AFD. Et là, je savais que c'était les personnes ressources, les bonnes personnes qui sont là pour donner les bonnes informations aux filles. Parce que ces filles constituent des pères éducatrices. Quand elles seront dans leurs écoles, dans leurs ateliers, elles vont relayer le message. Donc, c'est un peu dans cette dynamique que nous avons évolué. Et je profite aussi pour dire que vraiment, moi, la dernière fois, j'ai failli tomber des nuits quand j'ai appris qu'il y a des durcissements encore des procédures au niveau de l'AFD. Excusez-moi, mesdames, excusez-moi vraiment de le dire, soyons un peu sérieux. Par exemple, quand j'ai fait l'atelier sur la santé sexuelle et reproductive, le déplacement, c'était combien? 2 000 francs CFA. En euros, ça ne faisait même pas 2 euros. Juste pour pouvoir permettre à ces filles de venir écouter, d'apprendre et éviter les grossesses précoces et autres. Alors, vous imaginez que nous sommes dans un contexte social. Nous travaillons, des fois, il faut protéger les personnes avec qui nous travaillons, les femmes qui sont victimes de violences, tout ça là. Et on va leur demander de signer des formulaires antiterroristes juste parce qu'elles sont venues prendre 2 000 francs de déplacement sur un projet dont l'AFD est le chef de file. C'est vraiment incompatible avec nos réalités sociales. Donc, ça ne peut pas marcher. Ou bien des personnes qui sont victimes peut-être de VBG. Mais ces personnes-là, ou bien ces femmes-là, elles sont peut-être des femmes même des autorités. Qu'est-ce qu'on ne rencontre pas dans ce travail que nous faisons? Des gens haut placés dont on ne peut pas dire le nom, mais elles viennent se confier discrètement à nous et on ne peut pas exiger que leur nom soit dans... Ce sont des réalités. Donc, il faut vraiment que l'AFD revoie... Quand nous disons qu'il y a la souplesse des procédures, je ne peux pas demander à l'AFD de venir me donner, moi qui n'ai jamais géré 1 milliard, de gérer 500 000 euros, je ne sais pas. Mais quand même,
qu'il y ait de la souplesse par rapport à certaines exigences dans leurs procédures qui ne cadrent pas du tout et qui ne vont pas du tout permettre d'aller loin si nous voulons avec ce financement. Et peut-être 2 mots encore avant de laisser la parole aux autres sur le mouvement féministe africain. Voilà. C'est dommage qu'il y a Micheline qui n'est pas là. Voilà. Elle est la représentante de l'IPBF, qui est un consortium purement féministe et qui est en train de... Bon, du moins, moi, je parle pour l'Afrique de l'Ouest, parce que je sais qu'il y a le mouvement féminin féministe francophone. Il y a le mouvement féministe aussi dans les pays anglophones. Je ne suis pas anglophone, je viens d'un pays francophone, mais je sais que pour l'Afrique de l'Ouest, il y a vraiment l'IPBF qui est en train de faire un travail formidable, qui a créé un collectif et qui est même en train de commencer par organiser des académies féministes comme... il y a dans le temps un programme de l'Union européenne, c'était en 2018 au Togo, qui a fait l'Académie politique des jeunes femmes leaders, dont j'ai même eu la chance de déposer mon CV et d'être sélectionnée pour participer à ce programme, même si je ne fais pas la politique. Quand même, ça m'a renforcée en tant que jeune directrice dans ce que je fais. Donc, c'est pour dire qu'il y a pour le moment une restructuration du mouvement féministe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, il y a l'IPBF qui fait vraiment un travail formidable sur le terrain. Merci. Merci. Je voudrais juste préciser que 2 400 000 CFA, c'est donc 3 600 € pour nous. Et peut-être un sujet sur l'ingérence, voilà, et permettant de circuler la parole. Merci. D'accord. Je vais déjà répondre à la question sur le changement de mentalité et l'afroféminisme. Déjà, il faut dire que le changement de mentalité est un travail de longue haleine et très politique. La politique nous dit comment il faut nous habiller, comment il faut manger, comment il faut réfléchir. Et donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut plus de féministes aux instances de décision. Parce que... je ne dis pas de femmes, mais plus de féministes. Parce qu'il faut dire chez nous, notre Assemblée nationale, la première fois qu'elle a proposé une loi, c'était une loi sur la polygamie. Oui, c'était la priorité. Et la deuxième fois, c'était pour une rallonge de 500 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Pour dire qu'il est très important pour nous d'intégrer la politique pour changer les mentalités, pour prendre des lois en faveur des femmes et pour les femmes. Quand nous prenons nos manuels scolaires, comment j'étais au primaire, dans les livres du primaire, on avait Apo. Apo, c'est un nom féminin. Donc, Apo va au marché, Apo fait la lessive, Apo lave les... Oui. Ah, d'accord. Et de l'autre côté, on a le garçon qui part à l'école, qui a une moto. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Et donc là, c'est dû au système scolaire déjà. Donc, à ce niveau, si moi, je suis ministre de l'Éducation, je ne peux pas permettre ça dans nos manuels scolaires. Si je suis ministre de la Culture, non, le sexisme dans nos chansons, ça suffit. Donc, pour dire que les féministes doivent aller aux instances de décision et le changement de mentalité va passer par là. Et c'est ce travail-là que nous faisons à la Ligue ivoirienne des droits de femmes en formant les petites filles au civisme, à la politique, en créant des bibliothèques et en mettant sciemment des livres assez intéressants dans ces bibliothèques-là. Des livres qui éduquent les petites filles sur les prérogatives de nos présidents. Parce que si on sait ce que le président est, ce qu'il peut faire, on ne va pas le déifier. Si on sait ce que le député peut, ce qu'il est, ce qu'il représente, on ne va pas le déifier. Et donc, comme ça, on se dit, bon, nous tous, on peut accéder à ce poste-là. Et il est très important. Donc, le changement de mentalité, c'est un travail de longue haleine. Nous allons y arriver parce qu'on le fait depuis maintenant quelques années. Et on sent déjà les répercussions, en fait. On sent les répercussions. L'année passée, il y a des jeunes filles qui ont été orientées, qui ont eu leur bac et qui sont venues me voir
Ah, on veut être agronome comme toi, on veut aller dans les villages former les femmes. Pourtant, l'agronomie, comme moi j'étais en grande école et tout, on disait que l'agronomie c'était pour des femmes moches parce que c'est la science. Et c'est nos professeurs qui disaient ça, hein? Oui, parce que c'est la science. Et donc vous voyez déjà comment on nous prépare, comment on renforce en fait les préjugés. Donc, lorsque nous, par exemple, on se met en avant, on essaie de casser ces préjugés, ça permet en fait de détruire ces préjugés-là et autres. Maintenant, pour l'afroféminisme. Tout comme on parle déjà de la définition du féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement politique qui a pour but de libérer la femme, qui a pour but de lutter pour les droits des femmes. Femmes noires, femmes blanches, femmes jaunes. Nous avons tous droit à la liberté, à l'épanouissement. Le droit, il est universel. Donc moi, par exemple, je n'ai pas de complexe à m'appeler afroféministe. Je suis née africaine, je suis une femme noire. Mais simplement, lorsque j'entends certaines personnes dire que le féminisme est un mouvement importé, je leur dis que vous ne connaissez pas votre histoire, je suis désolée. Retournez chercher des livres. Vous allez connaître Diatta du Sénégal, vous allez connaître Tassi Angbe du Bénin, vous allez connaître Marie Corée de la Côte d'Ivoire, Amina du Niger et plein d'autres femmes qui se sont battues contre la colonisation, contre l'esclavage, contre le patriarcat. Il y a des femmes qui ont lutté pour l'indépendance dans mon pays et qui ont été invisibilisées. Vous vous rendez compte, on a eu des milliers de femmes qui sont sorties parce que leurs maris ont été emprisonnés. Même pas leurs maris. Pourquoi je dis des bêtises? Parce que des hommes ont été emprisonnés et dans notre manuel scolaire, on nous dit que ces femmes ont marché pour leur mari. Il y avait peut-être 15 hommes en prison et des milliers de femmes ont marché. On dit qu'elles ont marché pour leur mari. Et nous, on a grandi avec ça. Plus tard, on fait des recherches, on se rend compte que ces femmes, elles étaient politiques. Elles ont eu à mettre des stratégies politiques sur place pour pouvoir sortir et marcher. Donc, afroféministe, féministe, c'est la même chose. Et il y a un mouvement en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, où les féministes parlent. Vous pouvez nous voir sur Twitter, sur Facebook. Nous sommes vraiment actifs et nous essayons de dire aux gens en face qu'ils doivent retourner lire et lire de bons livres. Pas le livre créé par le patriarcat, par des gens qui sont à la sorte du patriarcat et qui font croire que les femmes, elles ne sont pas bonnes à réfléchir. Ben, nous sommes bonnes à réfléchir, nous réfléchissons. C'est pourquoi nous sommes même à la base de la création des biens économiques dans nos différents pays. Moi, j'ai parlé de mon pays, mais je suis sûre qu'ailleurs, ce sont les femmes qui font l'économie. Quand je pars dans les villages, les femmes, elles produisent la nourriture. Le cacao, il est acheté 2 fois dans l'année. Et ce sont les hommes qui en produisent. 2 fois dans l'année, vous mangez comment? Le reste du temps, ce sont les femmes qui produisent. Elles font des cultures de subsistance. Et ça, c'est ce qui permet aux gens de tenir dans les villages. Les flux commerciaux, quand vous arrivez dans un village, essayez de faire les flux commerciaux. Ce sont les femmes qui font sortir de l'argent, qui font rentrer de l'argent. Donc, elles participent à l'économie. Ces femmes-là, peut-être elles ne savent pas ce que c'est que le féminisme, mais elles luttent en fait pour leur bien, pour leur épanouissement. Quand j'arrive dans des villages et que je leur demande, est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que vous voulez participer aux décisions? Est-ce que vous voulez prendre des décisions? Est-ce que vous voulez faire partie de la chefferie? Elles disent oui. C'est ça le féminisme. Simplement qu'elles n'arrivent pas à mettre une notion là-dessus, un nom là-dessus. Pour dire qu'en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, en Afrique tout court, il existe des féministes. Elles peuvent vouloir s'appeler afroféministes ou je ne sais pas, mais c'est du féminisme. Noir, blanche, nous luttons pour un même but, pour la liberté, pour l'épanouissement. Je peux terminer par l'ingérence. Je vais répondre à cette question. Ah, c'était super. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit sur l'afroféministe, parce que je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Parce que le féminisme, d'une manière générale, c'est un mouvement mondial, universel. Nous partageons tous, en fait, les mêmes valeurs du féminisme sur la tolérance, l'égalité, entre autres. Mais pourquoi il y a eu besoin de s'apaisantir un peu sur l'afroféminisme? C'est une question aussi de représentation. Parce qu'en fait, on se rend compte que les femmes africaines ont vécu des choses
peut-être qu'elles sont les mieux placées pour pouvoir les théoriser et les matérialiser. Et quand je parle de ça, je parle de l'esclavage, je parle aussi de la colonisation. Et toutes ces choses qui ont été vécues par des femmes africaines, qu'elles soient vivent là ou qu'elles vivent dans leur continent, c'est des choses qui permettent un peu d'avoir un regard beaucoup plus inclusif sur certaines choses. Je parle aussi en connaissance de cause, étant dans un pays, par exemple, où on a des Noirs et des Blancs, et dans laquelle aussi les questions du racisme est très, très, très présent, et aussi de l'esclavage. Ce qui ressort des fois aussi dans nos interventions, c'est de pouvoir avoir une intersectionnalité par rapport à nos combats. Par exemple, la femme mauresque mauritanienne n'a pas forcément les mêmes problématiques ou les mêmes conditions de vie, par exemple, que la femme haratine esclavagisée ou la femme noire, peul, wolof ou soniké. Donc tout ça, c'est avoir des grilles de lecture beaucoup plus diversifiées et aussi l'inclusion par rapport au vécu des uns et des autres. C'est ça, en fait, l'afroféminisme. C'est de pouvoir aussi inclure certaines thématiques qui ne sont pas matérialisées ou qui ne sont pas théorisées dans le féminisme classique, qui bien sûr ont été, même si, comme elle l'a dit, on a des figures féministes un peu partout, on en a eu en Afrique et ici aussi longtemps que possible, mais ça a été quand même théorisé par d'autres sociétés qui ne sont pas africaines. Quand je dis théorisé, c'est-à-dire écrit, parlé, et tout ce qui va avec. Donc, il y a forcément des choses qui manquent par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire, moi, par exemple, les couches de discrimination que je peux subir ne peut peut-être forcément pas être, par exemple, ça de la femme blanche française. C'est différent, par exemple, de la femme noire française. Parce qu'elle, en plus de tout ce qu'elle subit dans la société, elle peut aussi subir le racisme. Donc, c'est inclure, en fait, toutes ces grilles de lecture qui font que l'intersectionnalité vient, en fait, au milieu de ça et que les gens sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus représentatifs dans les questions qu'on porte. Donc, voilà par rapport à ce que je voulais ajouter par rapport à l'afroféminisme, en fait. Il y a une question aussi qui n'a pas été répondue par rapport à la précarité menstruelle. En fait, comment on fait pour aussi parler à ces femmes par rapport à leur santé. Moi, je sais qu'en Mauritanie, par exemple, on travaille beaucoup sur des questions de la connaissance du corps de la femme, quelque chose qui est assez tabou. Et on avait fait une activité vraiment très révolutionnaire de notre collectif Voix des femmes. On avait fait une activité qu'on avait appelée témoignage du corps. Et le témoignage du corps, c'était une sorte de spectacle où chaque personne venait représenter un organe de la femme pour montrer en fait comment cet organe, par exemple, subit des violences. Moi, particulièrement, j'avais fait le clitoris. Et pour moi, à travers le clitoris, c'est parler aussi du plaisir féminin, parler aussi des mutilations génitales féminines, parler aussi de plein d'autres choses dans notre société qu'on ne nous permet pas. Donc, il est important que la femme sache c'est quoi son corps. Il est important qu'on sache en fait ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'il représentait, pourquoi il est là, est-ce que c'est un organe de plaisir, quoi, des choses comme ça. Et ça, c'est des discours de plus en plus qu'on se réapproprie en fait et qu'on explique aux femmes pourquoi il est important qu'on vous laisse vos clitoris à leur place, quoi. En fait, pourquoi il est important aussi que vous devez jouir comme jouissent les hommes, cela va de soi, quoi, en fait. Des choses comme ça, c'est des discours qu'on contient souvent et dans des cercles assez diversifiés, mais surtout dans des cercles de femmes et surtout aussi dans nos espaces de débat entre nous, les femmes, parce qu'on a aussi des espaces de débat qui sont uniquement dédiés aux femmes. Et à chaque fois, on nous dit, mais pourquoi il n'y a pas les hommes? Mais on sait qu'on a tellement de choses à se dire entre nous et que, vu le contexte mauritanien aussi, il est très difficile d'aborder certaines questions s'il y a des hommes ou des personnes beaucoup plus âgées. Donc, il est toujours important d'avoir des espaces qui sont assez homogènes pour pouvoir parler de certaines choses, notamment sur l'appropriation de la corps, du corps plutôt des femmes et comment chacun de nos organes, de nos cheveux jusqu'à nos pieds, subissent en fait les contraintes sociales et comment aussi on les réprime de jour en jour et comment aussi la femme elle-même, elle ne se rend même pas compte qu'elle n'est pas maîtresse de son corps. En fait, c'est d'autres qui décident ce qu'elle va faire de son corps. Donc voilà, c'est des sujets que nous portons toujours. Maintenant, sur l'ingérence, ça c'est une question vraiment très politique. Mais je vais en tout cas essayer de répondre. Moi, je pense que la France a quand même le droit de regard sur là où va ses fonds publics. C'est quand même l'argent des Français. Et puisque c'est l'argent des Français, je pense que les politiques ont le droit de dire que nous, notre argent, on veut que ça aille ici, que ça serve à ça, que ça va là,
de quelle manière, de quelle sorte. Moi, je pense que c'est votre droit quand même, c'est de l'argent public. Donc, je ne vois pas dans quelle mesure on peut parler d'ingérence ici, d'autant plus que c'est de l'argent public. Ça, c'est un. De deux, maintenant, peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'à, en fait, sur certaines choses. On peut décider que cet argent, c'est-à-dire, si je donne l'exemple des projets de loi, la France ne va pas faire un plaidoyer pour, par exemple, que la Mauritanie ait un projet de loi sur le genre ou sur le ça, mais la France peut décider que son argent public aille aux associations qui font le plaidoyer pour le projet de loi. Donc, c'est un peu des petites choses comme ça qui vont changer des choses. Et l'argent va aller là où il va aller. Et en même temps aussi, qui permettrait de dire, nous, notre argent public va par ici, rentre par là, nous voulons ça, nous voulons ça. Donc, voilà, si j'ai bien compris la question de Madame la Présidente. Merci beaucoup. Moi, elles ont tout dit. Je vais ajouter, s'il y a possibilité, que vraiment, nous qui sommes là, que nous soyons sur la liste de l'AFD pour que en fait, la relation soit pérenne et pour les activités de chacun de nous, puisque moi, mes activités vont sur le pouvoir économique des femmes au Cameroun et sur l'éducation des filles, parce qu'une fille éduquée, c'est une famille, un quartier, un village autonome. Merci. Merci à vous. En tout cas, il me reste à saluer votre venue, vos combats, vous remercier à la fois de votre humilité et de votre détermination. Vous souhaitez bonne chance dans vos législatives, madame. et puis peut-être indiquer que nos parlements se réunissent dans un organisme qui est l'Union interparlementaire et que nous y faisons des travaux qui prônent la paix dans le monde et en regardant la place des femmes dans les parlements. Donc c'est une invitation également à regarder qui, dans vos parlements respectifs, siège à l'UIP, donc IPU, l'Union interparlementaire. C'est une piste peut-être dans nos échanges. Voilà, merci à vous. Peut-être pour terminer, chers collègues, oui, je vous en prie, peut-être juste avant de conclure. Rapide, hein. Je me dis que ça serait peut-être intéressant sur l'aide publique au développement, le jour où vous aurez ce débat à l'Assemblée, en tous les cas, ou au sein de vos organismes, de demander à des organismes comme les nôtres de venir vous en parler ou d'être auditionnés par l'Assemblée pour pouvoir vous donner des chiffres très précis, parce que là, on n'a pas le temps. Mais on va vous les envoyer par email aussi. Absolument, on est preneuse de vos contributions, bien évidemment. Et je rappelais en début de session que nous recevons bientôt notre ministre Isabelle Rome. Nous aurons de quoi alimenter nos débats en vue du prochain budget pour la France à l'automne. Il me reste, chers collègues, à nous donner rendez-vous pour notre prochaine plénière mercredi prochain, donc qui sera le 1er février à 16h30 pour une audition de Monsieur le ministre Olivier Dussopt. Je vous remercie. Au revoir. Encore une fois, merci.